Et poser une très grande question. Dans la vie, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. Non, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Et il y a un grand chercheur, donc anglo-saxon, qui s'appelle Kierkegaard. Vous ne pouvez pas, M. Seck, interviewer le président Abdou Diouf du début à la fin sans qu'il ne vous parle de M. Kierkegaard. Il a dit, ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile en tant que tel qui est le chemin. Sortons de cette prison-là dans laquelle nous nous sommes enfermés volontairement. C'est la prison de la peur, du stress, de la timidité, de la pression. Des fois, l'individu s'enferme en prison. Vous savez que le garde pénitentiaire, il est en prison, au même titre que les prisonniers. Mais c'est parce qu'il ne sait pas qu'il est en prison. Des fois, c'est la personne qui s'enferme volontairement en prison. Et la pire des prisons, c'est la peur. Il faut déconstruire la peur, M. Seck. Et aujourd'hui, à Paris, j'ai laissé des plumes. Paris m'a lessivé. Quand je me souviens de ce passage de ma vie à Paris, de cette séquence de ma vie à Paris, si je ne me retiens pas trop, je risque d'avoir des larmes aux yeux. Je suis parti, M. Seck, en France pour une première fois de 2000 à 2002. J'ai fait mon premier cursus à Perpignan, où j'ai eu la maîtrise. À l'époque, on l'appelait maîtrise, pas master, maîtrise, à Perpignan. Mais une province de la France où voir une personne noire, ce n'est pas donné. Ce n'est pas quelque chose de donné, de facile. Et je me rappelle, on circulait dans les rues. Des fois, c'est un tout petit blanc qui te voit avec ta couleur noire et qui disparaît dans la jupe de sa maman, par peur. Des fois, c'est un tout petit garçon noir, blanc, qui te voyait et qui venait te faire comme ça. Pour voir si fondamentalement, ça allait laisser des traces ou pas. Donc, dans une zone très difficile. Mais je suis parti à Paris parce qu'à Perpignan, il n'y avait pas de boulot. Il n'y avait pas de travail. Et de 2000 à 2005, je suis revenu au Sénégal pour passer le concours de l'ENA. On était 2268 candidats. On a pris 1111. À l'issue des tests psychotechniques, je faisais partie de ces 1111. Après les 1111, ils ont retenu 268 devant passer les épreuves de culture générale et d'admissibilité. J'ai été retenu. Et des 268, ils ont pris 153. Et malheureusement, je n'en faisais pas part parce que je me suis trompé de salle. Là où on faisait l'entretien de niveau B, moi, j'étais allé m'installer là-bas, au lieu d'aller là où se faisait l'entretien de niveau A. Parce que moi, j'étais venu passer l'ENA de niveau A. Mais monsieur Seck, quand je suis revenu au Sénégal, 4 années pendant lesquelles je n'avais qu'un seul pantalon et une seule chemise. Et j'étais parti en France pour suivre mes études. C'était extrêmement difficile. Comme si c'était des années de sommeil. Voilà. Pendant lesquelles je me suis perdu. Mais en 2009, j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis allé retourner à l'université Gaston Berger m'inscrire en doctorat. Et je suis retourné maintenant en France. Mais vous savez quoi? Ils se sont trompés de visa. Au lieu de me donner le visa de type D, qui te permet d'avoir le titre de séjour une fois arrivé en France, le consul m'a délivré un visa de type C. C'est-à-dire, tu arrives, tu n'as aucune possibilité d'avoir le titre de séjour qui te permet d'être légal en France. Et de faire les études. Et de faire les études. J'avais ma carte d'étudiant normale. Je m'étais inscrit à l'université de Paris 8, je suivais mes séminaires et mes cours. Tout naturellement, en tant qu'étudiant sénégalais. Mais sur le plan administratif, sur le plan de l'immigration, donc j'étais dans la clandestinité. Comment pouvez-vous expliquer ce paradoxe? Un étudiant qui a sa carte d'étudiant, qui s'est inscrit dans une spécialité donnée, qui suit ses cours normalement, mais à qui on refuse le titre de séjour normal. Ça m'est arrivé à moi. Et quand j'ai écrit au président Sarkozy, lui demandant d'intervenir personnellement pour m'aider à sauver mes études, il m'a répondu. Moi, j'ai une lettre du président Sarkozy chez moi. Si vous venez à Thiès, je vais vous la montrer. Il m'a dit, je vous recommande donc d'aller au niveau du service de l'immigration. Je suis allé avec la lettre du président. Ils ont refusé. Et j'étais obligé d'accepter ce sort-là et d'être dans la clandestinité. 2 ans de doctorat, 2 ans pendant lesquels
je n'avais pas un sou avec lequel payer le transport. Des fois, tu passais toute une journée, tu ne prenais que le petit déjeuner. Je me rappelle de ces moments-là extrêmement difficiles. C'est dans cette clandestinité-là, dans cette irrégularité-là, qu'un responsable de presse du Figaro m'a recruté en tant que porteur de presse, devant livrer le journal Le Figaro au 16e arrondissement, là où dorment les milliardaires et les millionnaires de la France. On ne me payait que 2 heures de temps. Je travaillais de minuit à 8 heures du matin. Et j'étais avec la police dans les rues de Paris, du 16e arrondissement. L'espace qu'on m'avait donné, qu'on m'avait réservé, j'avais le code de tous les appartements. Et un jour, je suis rentré dans un appartement vers 3 heures du matin, travaillant, livrant tout gentiment mon lot de journaux. Et je rentre, quelqu'un me braque son fusil pour me dire, vous êtes voleur, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans notre appartement à pareille heure? Je lui montre le stock de documents, de journaux. Je travaille, je suis jeune étudiant sénégalais, je n'ai pas de papier, c'est ce travail-là qui m'est accessible, je le fais pour vivre et essayer d'aider ma maman qui est restée au Sénégal. Il me dit, vous ne dites pas la vérité, je vais vous descendre. Je lui dis, monsieur, allez-y. Tue-moi. Tuez-moi. Quel courage. Oui, tuez-moi. Et quand mon patron s'en est saisi, il a voulu me changer de zone. J'ai refusé. Et depuis ce jour-là, je n'ai pas recroisé le gars. Peut-être c'est le bon Dieu qui est intervenu. Pour vous dire, la France, c'est extrêmement difficile. Des fois, tu vois des étudiants sénégalais qui vont là-bas sans bourse ni aide, mais ils finissent par être des émigrés économiques. Ils se transforment en modou-modou, avec tout le respect que je dois à nos parents modou-modou. Mais ce que j'ai envie de dire ici, c'est quoi? Le gaspillage, il a plusieurs formes. Ce n'est pas seulement verser du riz qui est gaspillage, ce n'est pas seulement verser du mil qui est gaspillage, mais quand tu laisses cet espoir-là s'estomper, cet espoir de ta communauté malade, cet espoir-là de ton pays en crise, cet espoir-là de ton pays dans le sous-développement. C'est comme un missionnaire qui descend dans sa zone et qui rentre à la maison. Bredouille. Donc, le Sénégal a tellement perdu de tête par ce canal. Ils arrivent en France sans bourse ni aide. Ils vont à Colobane, ils se font chercher une attestation, donc financière. Tu prends l'avion, le gars, il fait opposition au niveau de sa banque. Ton emploi du temps, c'est de 8 à 18. 8h, 18h. Tu ne peux pas travailler. Tu n'as pas de bourse, tu n'as pas d'aide. Alors, qui pour te sauver? Et ta mère, si généreuse qu'elle puisse être, si elle mobilise 100 000 francs CFA, avec toutes les difficultés que cela requiert, ça se transformera à 153 €. Tu ne peux même pas payer le loyer avec. Tu t'imagines? Elle a tout fait pour avoir Elle ces a 100 000. tout fait pour avoir ces 100 000 francs. C'est la raison pour laquelle les jeunes... Beaucoup de respect à les étudiants qui vivent à Paris. Hein. Je vous vraiment un chapeau. C'est le seul conseil que j'ai envie de donner à la jeunesse africaine et à la jeunesse sénégalaise, ne partez pas tout de suite après le bac. Quel que puisse être votre rêve, la profondeur de votre rêve, la grandeur de votre ambition, attendez de disposer de la licence avant d'aller émigrer en France. Ça permet quoi? Tu auras 2 heures de temps de cours par semaine, 4 heures de temps maximum de cours par semaine. Il y aura assez de temps qui sera dégagé pour te permettre d'allier études et travail. C'est comme ça. Et à défaut d'avoir une bourse, une aide, mais tu pourras avoir un tout petit boulot. C'est ce qu'on appelle les petits boulots, les petits jobs à Paris. Mais nous tous, nous avons connu ça. Mais à Paris, et pire, c'était la solitude extrême. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle, étant donné que moi j'ai médité, un jour j'étais dans ma chambre, plongé dans toutes ces difficultés-là. Je parlais à mon Seigneur. Je lui ai dit, tu es capable de tout, sauf de profaner la dignité de ta créature. Mën nga lépp ba mu des toroxal jàmm. Yow yàlla doo toroxal mukk sa jàmm. Nattu yi nga may teg nii, xam naa ni am na lu tax. C'est après maintenant que j'ai compris pourquoi autant d'épreuves. Et monsieur Seck, imaginez-vous, et je me dis, yàkkamti wóolu yàllaa ko gën, ñeewantal njaboot dénk leen yàllaa ko gën, namm njaboot wéttali ko yàlla moo ko gën. Parce qu'en ce moment-là, il y avait tout derrière. Il y avait tout derrière. J'avais laissé mes 2 épouses et mes enfants. La vie Je pense à que Paris... mes techniciens ici, ils sont très forts. Ils vont essayer d'écrire, sous-titrer cette partie-là. Parce que moi, ma communauté là, c'est mes Ivoiriens là. Vous savez que moi, je suis Ivoirien, tu passes Sénégalais. Hein? C'est ça. Donc, il faut sous-titrer cette partie-là. Allez-y. Parce qu'en réalité, c'est ça. Les jeunes, il faut les éveiller, il faut les sensibiliser. Il faut leur dire exactement ce qui se passe lorsqu'on descend à Paris pour la première fois. Exactement ce qui se passe lorsqu'on descend dans une des provinces de la France.
en plus du froid glacial. Ouais. Voilà. Je me rappelle à Perpignan, nos amis français avec lesquels nous étions dans une même classe, ils nous dépassaient comme ça avec leur voiture et personne ne te prenait. Ouais. C'est difficile. Moi, le maximum de Noirs avec lesquels j'étais dans une classe, c'est au maximum 2 personnes. Moi et un Togolais, ou bien un Malien et moi-même. C'était tout. Donc, pour vous dire que c'est la solitude dévastatrice. Sous ces difficultés-là, je ne veux pas te couper, mais comment vous avez fait pour obtenir le diplôme sur cette vie clandestine et tout? Très bonne question. Très bonne relance, M. Seck. En un certain moment, je me suis dit, soit accomplir, soit trahir. Et heureusement, mon père, le grand frère à mon père, j'ai perdu mon père à l'âge de 13 ans. Et je suis son fils unique. Il était enseignant à l'école primaire de Kabassal à Ersan à Thiès. Il a fait 20 ans au niveau du même poste. Et mon père, le grand frère à mon père, me disait, Cheikh Abdoulaye Dieye, partout où tu puisses être dans le monde, toi et les créatures avec lesquelles vous êtes là-bas, vous avez le même créateur. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Il ne faut pas espérer quoi que ce soit en eux. Et partout où tu puisses être sur la terre ferme, là où tu n'as pas fait de péché, quand tu demandes quelque chose à Dieu, il va te le donner. Et c'est l'ensemble de ces enseignements, ce que j'appelle ces ingrédients moraux dans la construction de la personnalité. Vous savez, M. Seck, des fois, un jeune, il doit avoir un tout petit carnet, là où il note les belles anecdotes, les belles leçons. C'est ce que j'appelle les ingrédients moraux. Ça permet de stimuler la personnalité de l'individu. Et ces toutes petites citations, ces belles histoires, ces conseils, donc si chers à mon père, qui chaque fois, comme s'il était en train de me les chuchoter à l'oreille, c'est ça qui m'a permis de tenir bon. Et imaginez-vous, après 2 ans de séjour à Paris, j'ai soutenu mon doctorat d'anthropologie à Paris 8 et mon doctorat de sociologie à Gaston Berger. Parce qu'il s'agissait en réalité d'une co-inscription. C'est ce qu'on appelle la thèse de co-tutelle. C'est-à-dire, tu t'inscris au niveau de 2 universités différentes, mais qui ont des rapports de coopération. Cette année, tu t'inscris là gratuitement. La deuxième année, tu t'inscris dans l'autre université et gratuitement. Donc, il n'y a pas de frais d'inscription. Et quand tu soutiens maintenant, tu choisis un lieu de soutenance et on va déplacer les professeurs de l'autre côté du continent qui vont venir. À ma soutenance de thèse à l'université de Paris 8, l'université a déplacé exprès un groupe de médias pour filmer la soutenance. Ma soutenance est dans les archives de l'université de Paris 8. Et imaginez-vous, il y a 2 professeurs. Je parle à la télévision. 2 professeurs. M. Camille Kouyou, ex-directeur de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, et M. Abdoulaye Niang, mon encadreur à Gaston Berger. On les a déplacés, classe affaires, jusqu'à Paris 8 pour qu'ils assistent à ma soutenance. Et c'est comme ça, au bout de 2 ans, imaginez-vous, M. Seck, un doctorat, ça ne peut pas s'obtenir en moins de 3 ans. Moi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, je nage dans l'océan de la miséricorde et de l'accompagnement divin. Moi, je ne crois pas au mérite, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous est venu en aide. En 2 ans, j'ai eu 2 doctorats et je ne suis pas mort, je suis rentré sain et sauf. Je suis comme un pot de lait Gloria, tu le déplaces au niveau du tas d'immondices, tu déplaces le pot Gloria au niveau de la fosse septique, mais quand tu le perces, ça donne un lait qui ne donne aucune maladie. C'est-à-dire, tu as beau fréquenter toutes les zones, toutes les parties du monde, si tu crois en tes valeurs et en ta culture, tu rentreras tel quel. Monsieur Seck, imaginez-vous, ce qui fait la force du baobab, c'est ses racines. Ce qui fait la force de l'individu, c'est sa culture et ses valeurs. Le tronc d'arbre a beau séjourner dans l'eau, mais jamais il ne se transformera en crocodile. Le seul mal de l'Afrique, c'est que nous changeons de culture comme nous changeons de chemise. Ouais. Nous changeons de Quand culture. tu es sur l'autre côté, tu penses que voilà, tu dois changer aussi parce que tu n'es plus chez toi. Voilà. Et tu sous-estimes ton ADN culturel et qui est des meilleurs. En tout cas,